Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Vera Nikolski est avec nous depuis le début de l'émission. C'est l'auteur de Féminicène, un essai qui nous explique que l'émancipation des femmes n'est pas le résultat des luttes féministes, comme on le croit, mais des progrès liés à la révolution industrielle. Vous nous raconterez tout ça en détail à 23h30. Mais d'abord, la décivilisation, un mot qui a connu un retentissement considérable depuis que le président de la République, en Conseil des ministres, a associé les violences en France à un processus de décivilisation. Mais c'est quoi un processus de décivilisation ? Eh bien, ça ne veut pas dire la même chose selon qu'on lit Décivilisation de Renaud Camus, par exemple, ou Crise, violence et décivilisation d'Hamid Bozarslan. Pour en débattre, j'ai donc invité Michel Maffezoli, philosophe et sociologue, l'un des théoriciens de la postmodernité à qui l'on doit des essais comme L'ère des soulèvements ou Le temps des peurs. Mathieu Bock-Côté, journaliste et sociologue, l'auteur du multiculturalisme comme religion politique, de la révolution racialiste et autres virus idéologiques, et l'animateur sur CNews le samedi à 20h de Face à Bock-Côté. Et enfin, Younous Omarjee, vous êtes député européen de la France insoumise. Puis il y a évidemment l'avocat Emmanuel Pierrat qui publie La prison de verre, sexe, argent et politique, dont on a parlé en début d'émission et qui a probablement un avis sur cette question lui aussi. Alors c'est quoi pour vous un processus de décivilisation et la France est-elle dans ce cas ? Mathieu Bock-Côté, je vous vois, vous avez envie de... Non, bien sûr. Alors, bon, le concept, on le sait, a plusieurs origines, plusieurs sources, mais si plusieurs se l'approprient, c'est parce qu'il frappe fort, il frappe l'imagination, et à partir de là, plusieurs définitions peut-être contradictoires se présentent à nous. On peut se le réapproprier, je le ferai sans hésitation, avec la définition suivante. Ça définirait une société dont les institutions régulatrices sont en voie d'effritement, une institution où les inhibitions civilisatrices sont en voie d'effritement, c'est-à-dire globalement la politesse, cette idée qu'il faut tenir compte minimalement de l'autre dans l'espace public, une société qui inhibe la violence, qui considère qui frappe de censure la violence comme mode d'interaction sociale. Ça, c'est à ça que vous avez vraisemblablement allusion, Emmanuel Macron. Bien sûr, mais si on s'en tient à ça simplement, on pourrait presque s'en tenir au fameux ensauvagement dont on parlait depuis 20 ans. Et si on veut utiliser décivilisation, je pense qu'on doit l'utiliser comme un concept plus large qui décrirait tout à la fois, justement, je disais, la fin de la politesse dans les rapports sociaux, mais aussi l'effondrement de la langue, mais aussi l'effondrement psychique des jeunes générations dont le rapport au réel est de plus en plus troublé, mais aussi la violence symbolique de plus en plus forte sur les réseaux sociaux, mais aussi le fait qu'on croit de moins en moins à la possibilité de la conversation démocratique et que la tentation de la violence revient dans nos sociétés. Donc le concept, pour peu qu'on le définisse adéquatement, ne me semble pas faire scandale. Il décrit même, je crois, une évidence. Younous Omarjee, je le disais, hein, il y a presque une conception de droite et une conception de gauche de la décivilisation. Alors, quelle est la vôtre ? Vous savez, lorsqu'Emmanuel Macron était venu au Parlement européen en 2018, je l'avais interpellé, j'avais 1 minute 30 pour le faire, et j'avais commencé mon discours par ces mots. « Monsieur le Président de la République, le monde est entré dans un processus d'ensauvagement et de décivilisation. Et l'Europe, appelée à la barre de notre conscience, est indéfendable. » Et je crois que le président de la République avait bien compris que je faisais référence à Aimé Césaire. Et les batailles sémantiques sont des batailles politiques. Et je crois, en tout cas, je fais partie de ceux qui ne veulent pas laisser à l'extrême droite la seule possibilité de donner un contenu à ces processus décivilisationnels qui, de mon point de vue, trouvent aujourd'hui, évidemment, leur contenu ailleurs, c'est-à-dire dans la société du marché, le système capitaliste qui crée de la violence. Et puis Aimé Césaire disait qu'en réalité, ceux qui portaient la mission civilisatrice, les civilisés, se décivilisaient dans le colonialisme. Donc, voyez-vous, c'est un terme à contenu très multiple, mais qui retrouve aujourd'hui une actualité. Et on est un pays quand même, toujours, tout n'est pas en effondrement, un pays formidable, puisque autour d'un mot, voilà un grand débat, un débat intéressant, et je crois que c'est très bien ainsi. Oui, on n'est pas le seul à le faire. Hein. Michel Maffezoli, pour vous, la décivilisation, c'est quoi ?
Oui, je me doute de la réponse, mais je voulais pas alors, demander. puisque vous doutez, pourquoi vous m'invitez? Parce que j'imagine déjà la réponse, mais je peux me tromper. Non, pour moi, d'abord, c'est pas un concept, hein, c'est un mot. Vous savez, ce grand théoricien Raymond DeVos, quand il disait « j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Voilà. Et donc, d'une certaine manière, on emploie ce mot comme ça, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Alors, tout le monde actuellement parle de Norbert Elias. Oui, la civilisation des mœurs. La civilisation des mœurs, dynamique de l'Occident. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer puisque j'étais membre du prix européen des sciences sociales et je lui ai fait avoir en 87 le prix européen des sciences sociales exactement là-dessus, hein, sur la civilisation des mœurs. Et c'est là où il y a ce terme de décivilisation. Vous m'avez invité, hein? Oui, oui. Donc je peux être embêtant. Et ennuyeux. Je prends le risque. Chaque fois que je viens sur ces plateaux, j'essaie de montrer un peu ce qui est le fond des choses. Et dans ce livre, et ça je ne l'ai pas entendu, hein, parce que tout le monde dit Norbert Elias, machin chose, ils n'ont pas lu Norbert Elias. C'est un livre chiant, comme tous les livres universitaires. Les miens sont de cet ordre. Et alors, c'est dans ce livre-là où il parle de curialisation. Hein, personne n'a dit ce mot. Il montre que la civilisation, c'est la curialisation, c'est à partir de la Renaissance, quand justement on va rendre public les mœurs de la cour. Et en la matière, par exemple, des choses très simples. Il dit, les gens mangent en prenant leur viande à la main, il faut prendre la fourchette. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est ça, la curialisation. Et donc, dans le fond, c'est un peu cela, cette idée-là. C'est-à-dire que, dans le fond, on va rendre public ce qui est le propre d'une élite. Mais pardon de vous interrompre, Michel Maffezoli, mais dans la civilisation des mœurs, c'est pourquoi il y a beaucoup fait allusion ces derniers temps, c'est l'idée qu'on s'est de plus en plus civilisé et que c'est un progrès constant, et qu'au fond, on est de plus en plus pacifié, Frédéric, retenez ce que je viens de dire, curialisation. On ne laisse plus les enfants mourir devant nous, oui, des choses comme ça. Ce qui ne s'est pas passé dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler. Mais enfin bon, disons que la curialisation, c'est rendre public ce qui est le fait de la cour. Alors, en la matière, qu'est-ce qui s'est passé dans les 2-3 ans qui viennent de s'écouler? Des exemples très simples. Quand on voit le locataire actuel de l'Élysée invité pour, je ne sais plus si c'est en 2017 ou en 2018, des travestis pour faire la fête de la musique. Pas Sarkozy. Deuxièmement, quand de la même manière, il va serrer la main à Saint-Martin à un petit black qui fait le doigt de machin chose, etc. Vous voyez, quand il fait des culbutes dans les larges jardins de l'Élysée avec McFly et Carlito. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette curialisation? C'est-à-dire qu'on va rendre public ce que sont les mœurs de l'Élysée. Où sont là les deux corps du roi de Kantorowicz? Et du coup, c'est normal, d'une certaine manière, que dès le moment où il y a une théâtralisation de cet ordre, hein, la théatrocratie, et où on s'amuse à faire de la société du spectacle, comme disait mon ami Debord, ou le simulacre, comme Baudrillard, eh bien, dès ce moment-là, il n'est pas du tout étonnant que l'on ait les résultats. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai bien vu. Dès le moment où ce qu'était la curialisation, hein, c'est ça la civilisation des mœurs, on rendait public ce qui était mangé à la fourchette. Et pas à la main. Et ça se répandait dans la société. Exactement. Donc vous avez l'air de dire que ce qui se répand dans la société aujourd'hui, c'est le contraire. Plutôt que de parler de désocialisation, disons une chose simple. Mais pardon, désocialisation, mais c'est qui frivorico. C'est la décadence. Chaque fin d'époque, il y a une décadence. Et ça, on n'ose pas le dire parce que nous avons inventé la modernité et on a peur. Aucun intellectuel, aucun journaliste, je n'ai pas d'amitié pour les journalistes, à part vous, bien sûr, mais enfin, je les méprise profondément. Mais les politiques, les friboricots, les experts, on dit intellectuels, eh bien actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que divulguer des choses banales. Voilà, c'est tout. Et dans le fond, c'est ça. Vous voyez, Emmanuel Pierrat, vous voulez... J'ai beaucoup d'affection pour Michel Maffezoli, même quand il vit des horreurs. Donc c'est toujours très déconcertant. Mais c'est simple. Très déconcertant, pardon. Voilà. Mais c'est simple. Donc un mot, non, pas de... Non, il faut quand même rappeler quand Norbert Elias parle de décivilisation, et je pense que je l'ai moins lu que Michel Maffezoli, en tout cas je lui ai pas remis de prix, je pense que quand il en parle, c'est aussi en référence, pardon, de la lecture politique, c'est évidemment le nazisme, ou c'est la montée du nazisme. C'est comment la République de Weimar n'a pas réussi on va dire, à ordonner ou à rendre possible l'intérêt collectif et comment la violence personnelle se traduit par une forme politique de sauvagerie, entre guillemets, qui mène à la plus épouvantable drame qu'ait connu le XXe siècle, voire l'humanité. Donc il y a beaucoup de lectures. Et je pense que quand Emmanuel Macron fait cela en montrant, entre guillemets, ce qui ressemble à de l'ensauvagement, c'est aussi une désignation politique des différents camps qu'il a peur d'affronter.
Non, Emmanuel, je veux quand même, il faut que je réagisse, hein, parce que ça, c'est un truc de gauche, il n'a pas lu ce livre, donc, etc. Dans le livre Norbert Elias, il a fait ses études à Freiburg-in-Brisgau. Oui. Ça, on ne sait pas le dire en France. Il y a une différence dans la pensée allemande entre la culture et la civilisation. La culture, c'est ce qui, justement, est fondateur. Et puis la civilisation, c'est quand on bouffe le capital. Et donc, quelque chose qui va s'achever, naturellement. Mais la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et c'est là-dessus que Norbert Elias est beaucoup plus profond, à mon avis, que ce que l'on en dit actuellement. Tu as compris, Frédéric? La fin d'un monde, hein, c'est ça, la culture et la civilisation. Mathieu Bock-Côté. Alors, Michel Maffesoli faisait référence au concept de décadence, qui est peu utilisé aujourd'hui parce que le commentariat a décidé de l'extrême droitiser. Qui dit décadence, dit oh là là, ça fait partie de ces mots qui, on s'excite soudainement, comment peut-on utiliser de tels mots, c'est le signe de l'extrême droitisation du vocabulaire et des mentalités. Or, tout récemment, on a réédité un livre qui était très difficile de trouver, de Julien Freund, que vous avez bien connu, je crois, La décadence, justement. Et donc, dans ce livre qui était réédité au Cerf il y a quelques semaines, je crois, qui était vraiment introuvable, ce qui était absolument passionnant, c'est que Freund fait à la fois penseur oublié, mais absolument majeur. De la nouvelle droite. Hein, oh, pas vraiment. Non, ça c'est une définition très limitée pour Freud. Non, genre, c'est grand disciple de Raymond Aron. Non, le fait est qu'il était lu par la nouvelle droite, mais il n'appartenait pas à la nouvelle droite. Il publiait un peu partout. Et quoi qu'il en soit, Freud a ce génie d'à la fois faire l'histoire du concept de décadence et à la fois de proposer une lecture de la décadence des temps présents. Et il y a cette idée qui est récurrente, en fait, c'est que toute civilisation finit par s'épuiser, inévitablement. Il y a un moment fondateur, un moment épique, il y a un moment d'institutionnalisation, de normalisation, et ensuite il y a un moment de chute. Et à l'échelle de l'histoire, tout cela arrive toujours. Alors Michel Maffesoli dit « La fin d'un monde n'est pas la fin du monde ». Je nuancerais. Pour celui qui est de ce monde, la fin de ce monde est la fin du monde. C'est-à-dire quand on voit son pays s'effondrer, son pays perdre sa souveraineté, son pays perdre son identité, voit sa langue massacrée, voit sa culture défigurée, a l'impression de plus en plus d'être étranger chez soi. Pour celui qui vit cela, c'est la fin du monde. Ensuite, vous me direz qu'à l'échelle de l'histoire, du cosmos, nous ne sommes que des fourmis, mais pour celui qui est contemporain d'un monde dont il voit l'ensauvagement partout, une censure s'établir, une tentation totalitaire revenir, on est en droit de se sentir étranger dans son propre monde et d'y voir décadence, et peut-être même, puisque c'est le mot du jour, décivilisation. C'est une définition totalement réactionnaire. Réactionnaire, c'est-à-dire? Réactionnaire et tout à fait contraire au contenu que je donne. Mais réactionnaire, c'est-à-dire? D'abord, qu'il y ait beaucoup de difficultés à saisir le concept de décivilisation, c'est à peu près normal, puisqu'il y a beaucoup de difficultés à s'entendre sur la civilisation elle-même. Donc, l'un renvoie à l'autre. La deuxième chose, qu'il y ait de la violence dans la société, c'est incontestable. Et la question pour un politique, et d'essayer de comprendre pourquoi la violence avance, la violence progresse. Et je fais partie de ceux qui considèrent, et on n'en parle pas sur ces plateaux ici, que la société du marché, que ces sociétés qui aujourd'hui fonctionnent sur un modèle totalement horizontal, qui a détruit les verticalités et le collectif, créent de la violence, que ces injonctions de la société de consommation crée de la violence permanente, c'est incontestable. On parlera tout à l'heure de la révolution technologique. La révolution technologique place l'individu au centre de tout. Nous sommes entrés dans l'égocratie, c'est-à-dire chaque personne est un petit roi et on avance comme ça en égocratie jusqu'au plus haut niveau d'ailleurs de l'État. Donc dans cette violence-là, il y a de la décivilisation. Mais ne vous méprenez pas. Ne soyez pas comme celles et ceux que Césaire désignait, c'est-à-dire à considérer toujours que ce qui n'est pas civilisé, c'est l'étranger ou les barbares qui sont très loin. Non, ce qui doit nous questionner, c'est comment nos sociétés se décivilisent parce qu'elles génèrent un certain nombre de violences liées à des structures qui doivent évidemment être combattues.
Ben, si je peux me permettre, on a un problème ici. Alors, vous avez dit, à propos de la définition que j'en proposais, c'est réactionnaire. Alors, je vous ai demandé qu'est-ce que vous entendez par réactionnaire, vous n'avez pas répondu. Je vous l'ai redemandé, vous n'avez pas répondu. Et votre absence de réponse est symptomatique. Parce qu'elle représente bien cette tentation aujourd'hui, quand on a une définition qui ne nous plaît pas, plutôt que de répondre au contenu qu'ils nous ont proposé, de coller une étiquette censée abolir la réflexion. Donc, on l'a vu cette semaine, et le président de la République utilise ce mot, et là, on a un journaliste, un commissaire politique dont le nom m'échappe, qui est dans un journal en ligne, qui dit extrême droite, Renaud Camus. Une fois qu'on a dit ça, on n'est plus supposé réfléchir. Le mot extrême droite a été lancé, la réflexion doit s'abolir. On doit simplement, un instant, on doit simplement vivre les 2 minutes de la haine comme chez Orwell, en répétant en chœur attention, très dangereux. Vous utilisez le mot réactionnaire sans prendre la peine de le définir, ce qui serait une bonne chose, parce que pour l'instant, vous lancez le terme sans prendre la peine de le définir, alors qu'on sait qu'il a pour fonction de censurer le désaccord. Je vais vous faire plaisir. Vous allez le définir. Tout le monde a constaté que votre analyse est très progressiste. Un instant. Progressiste, c'est-à-dire? Ah non, c'est amusant, vous connaissez des étiquettes. Vous êtes un politique, vous êtes là pour ça. Alors, je pourrais dire que, pour m'en mêler, et peut-être pour mettre de l'huile sur le feu, allez savoir, on pourrait dire qu'on se demande effectivement ce que c'est que la civilisation, vous l'avez dit, mais surtout si le mot décivilisation fait référence à une civilisation qu'on qualifierait d'universelle. C'était un peu le propos de Norbert Elias, par exemple, ou David Bassarslan, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit « Crise, violence et décivilisation », ou si on parle d'une civilisation française, à ce moment-là, qui serait elle-même en déliquescence. Dans le cas du propos d'Emmanuel Macron, on comprend, à moins que on comprend qu'il parle d'un processus universel au sens où nous sommes un retour de la violence, un retour du refoulé primitif, un retour de la tentation justement de régler les différends, non plus par le désaccord, donc la conversation civilisée, mais la tentation de la violence et plus largement l'invective, la violence contre les élus. On comprend que c'est ce à quoi il faisait référence. Donc le débat en ce moment porte là-dessus. Si on veut proposer une autre définition dans un autre contexte porté par un autre homme, très bien, mais c'est pas le sujet de la semaine. On est bien d'accord. Il y a eu une tribune de Michel Vivorca, justement, où lui incriminait, comme vous, le fait que l'État ne joue plus son rôle, que les services publics sont en déliquescence, et c'est effectivement la réponse, on va dire, entre guillemets, pour faire simple, de gauche à l'idée de décivilisation. Mais dans votre livre, à vous, Emmanuel Pierrat, j'y voyais encore autre chose. Vous reprochez, par exemple, au président de la République d'avoir dit, en ce qui concerne les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, il les a traités de non-citoyens. Oui. Et là, on pourrait dire que là, il y a aussi des civilisations à partir du moment où on dit qu'il y a un certain nombre de citoyens qui ne sont plus des citoyens. Et donc, on parle dans La prison de verre, effectivement, dans ce livre « Sexe, argent et politique », parce que pour moi, il y a quelque chose de très stigmatisant, évidemment, et d'excluant, pour utiliser un vocabulaire assez simple à comprendre. Et évidemment, je pense que Emmanuel Macron joue il y a le registre politique, il y a la violence dénoncée, la violence extrême, celle qui aboutit à tuer quelqu'un dans un hôpital public et puis des policiers, même accidentellement, mais à les tuer. Et puis de l'autre côté, il y a le civisme général, où ce que chacun observe sur le comportement, on va dire, très individualiste, de ne pas tenir la porte, de ne pas dire bonjour, etc. Il y a plusieurs niveaux de lecture qui sont mélangés. Et Emmanuel Macron lui-même donne le pire exemple quand il désigne effectivement nos concitoyens non vaccinés de cette façon-là. Sachant que je suis pro-vaccin. Sachant qu'il n'est pas obligatoire de se vacciner. Il n'est pas obligatoire de se vacciner. Donc à partir du moment où l'état de droit permet de ne pas être vacciné, on ne peut pas exclure une partie de nos concitoyens et leur enlever un brevet de civilisation. Oui, vous avez raison de parler de l'état de droit, parce que les reculs en matière d'état de droit dans toute l'Europe aujourd'hui, mais même à l'échelle globale, sont des éléments de décivilisation. Et nous devons essayer de comprendre pourquoi est-ce que cela arrive maintenant. Pour le 14 juillet prochain, Emmanuel Macron va recevoir Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde. Et pour ceux qui observent un peu la situation en Inde, ce sont des reculs considérables sur le plan des libertés, de la démocratie et de la mise en cause même de la constitution indienne. La mise en cause des légalités des cours constitutionnels partout en Europe doit nous interroger. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la résurgence des mouvements
anti-avortement, etc. Partout, tout cela, ce sont des éléments, des processus de décivilisation à l'échelle de toute l'Union européenne qui doivent nous inquiéter grandement. Mais il faut, je crois, éviter... Le propre de bons concepts, c'est qu'on ne leur prête pas une définition abusive. Donc là, on ne peut pas, parce que le terme a été utilisé cette semaine, faire entrer tout ce qu'on n'aime pas dans les temps présents sous le concept de décivilisation. Par exemple, la critique aujourd'hui du gouvernement des juges, que certains appellent recul de l'état de droit. Il y a des accords. On peut avoir un camp ou l'autre là-dedans, ça ne rentre pas dans la décivilisation. Quand on parle aujourd'hui, vous voyez l'exemple, je pense que ça désigne un phénomène relativement précis, où on peut l'élargir un peu, mais si finalement des non-vaccinés au recul de l'état de droit, en passant par les réchauffements climatiques, on rentre tout ça dans la décivilisation. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je pensais plus au fait que tout à coup, un certain nombre de citoyens n'ont plus confiance dans l'État, et l'État, par la même occasion, n'a plus confiance dans un certain nombre de ses citoyens. Mais on le voit. On peut dire qu'il y a un processus. Ah oui, mais ça, je pense que c'est une crise démocratique, c'est d'une nature. On peut donner un exemple. Rappelez-vous les récentes élections italiennes. Quand les figures de la Commission européenne, Mme von der Leyen, disent si les gens votent mal, on a les moyens de les mater. Je donne ça de manière imagée, mais c'est globalement ce qu'elle dit. On a les moyens de punir les gens s'ils votent mal. C'est pas une question de civilisation, décivilisation, c'est la tentation autoritaire de l'Union européenne, par exemple. Donc, il faut simplement chercher à nommer les choses correctement. Sinon, un seul concept en vient à englober toute la réalité, que ce soit extrême gauche, extrême droite, décivilisation, faites la liste. Si on ne prend pas la peine de définir correctement les concepts, très rapidement, on est noyé sous un seul concept et puis finalement, chacun se lance au visage comme une grenade. J'entends votre critique et j'en viens à la question que je voulais poser à Michel Bafezoli. J'avais l'impression, moi, qu'il y avait aussi, de l'autre côté, une perte de confiance de la part d'une partie de la population en la civilisation, justement, et qu'au fond, c'est un peu ce que vous racontez dans vos théories sur la postmodernité. Oui, c'est ce que je raconte. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité. Vous avez bien fait. Vous savez que je ne fais pas du concept, moi. Hein. Je réfléchis, je renifle. Hein. Oui, c'est fini l'universalisme. Sinon que, d'une certaine manière, le wokisme, c'est une forme finale des Lumières. Hein. C'est-à-dire quand on va universaliser une particularité. Peau, de couleur de la peau, du genre, etc. Voilà. Mais c'est pas ça le problème de la décivilisation. Ce mot, pour moi, c'est pas un concept. Hein. Voilà. Les concepts, vous savez, vous connaissez, pour les gens de mon âge, Mercedes faisait Mercedes a une Begriff, on disait en allemand, c'est-à-dire c'est un concept. Il faut laisser le concept aux métallurgistes. Hein. Donc, ce que nous avons à dire, nous, c'est tout simplement des mots, les moins faux possibles. Actuellement, qu'est-ce que la civilisation? C'est le rapport des uns par rapport aux autres. Or, qu'est-ce que ce rapport des uns par rapport aux autres, avec les 2-3 ans qui viennent de s'écouler, où on ne pouvait pas aller enterrer nos morts, où on ne pouvait pas, où on sacrifiait les enfants, où on ne permettait pas la relation au travers des gestes barrières et autres sottises du même ordre. Le port de la muselière en étant l'expression absolue. Voilà. Bien voilà, c'est ça la vraie décivilisation. Je disais tout à l'heure. Ça existait aussi sous la peste noire, vous savez, on a fermé les églises aussi. Hein. Mais nous vivons quelque chose de cet ordre. Une épidémie est toujours apocalyptique. Mais l'apocalypse, c'est la révélation de notre monde. Donc ce qui est en jeu actuellement, c'est la fin, je répète mon idée, moi j'ai pas 50 idées dans la vie, hein. C'est la fin d'une époque. Et or, globalement, les élites contemporaines en France, où on a inventé la modernité, on a une frousse vers quelque chose d'autre qui est en gestation, la postmodernité. C'est plus le je, c'est le nous qui est en gestation actuellement. Et donc, la décivilisation, qui est un mot comme ça, qui était un mot théâtral, vous avez compris, hein, que pour moi, le président actuel est un théâtreux, il fait de la théatrocratie, c'est Platon qui l'a apporté. Quand il y a la dégénérescence de la démocratie, il y a de la théatrocratie. Voilà, c'est un mot pour dire tout simplement, c'est ce que lui et sa caste ont programmé, dans le fond. C'est-à-dire cette déliaison. Alors, ne disons pas des machin chose, mais des liaisons. Et dès le moment où il y a de la déliaison, c'est la fin d'un monde qui est là. C'est évident, voilà. Mais c'est pas bien grave, tout ça. Quand on regarde je vais terminer ma phrase, Frédéric. Quand on regarde ces jeunes générations, eux, ils ne sont pas désocialisés. Il y a une manière d'être qui fait qu'il y a une vraie vie actuellement. Et ce n'est pas ces discours politiques qui sont de aucun intérêt. Ce n'est pas les discours des experts de divers ordres, encore une fois, j'ai dit, qui parlent pour ne rien dire. Non, il faut savoir regarder. Il faut voir un peu cette vitalité qui est là en jeu et qui fait qu'il n'y a pas décivilisation.
Non. Il y a une autre culture en gestation, une culture qui nous échappe, bien évidemment, en tout cas pour les gens de mon âge. Et parce que moi, je suis un petit peu cultivé, je lis, machin chose, etc. Eux, ils ont un autre type de culture. Et qu'est-ce qui se passe ? Peut-on parler de des machin chose dès le moment où on regarde ce qu'il en est actuellement des réseaux sociaux ? Où il y a des vrais rapports, où des mots simples comme partage, échange, solidarité, des mots archaïques sont en train de revenir, si vous voulez. Alors, vous voyez, c'est ça qui me paraît étrange. Alors, 1 minute pour conclure. Oui, non, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Et je me dis qu'il y a des jeunes qui vous écoutent également. Et ils ne sont pas désabusés. Et beaucoup ont confiance dans l'avenir par les luttes qu'ils mènent, par les combats qu'ils mènent. Mais à toutes celles et tous ceux qui considèrent que le monde d'avant est toujours mieux, je leur dis, mais profitez du monde d'aujourd'hui, parce que selon vous, le monde de demain sera encore pire que le monde d'aujourd'hui. Un mot Oui, mais il arrive que le monde d'avant soit mieux. C'est pas toujours le cas. Mais prenez la chute de Rome, c'était mieux avant la chute de Rome qu'après pour les 5 siècles environ qui ont suivi. Bon, mais il se peut que si le monde occidental tel qu'on l'a connu chute, il se peut que les années qui suivent ne soient pas à la hauteur de ce qu'on avait appris à aimer. C'est possible aussi. Tout ne va pas toujours mieux demain. Je dirais. Il faut se réjouir que les ventes de Norbert Elias fassent un pitch ou un bon fait de semaine absolument inouï dans l'histoire de la pensée sociologique. C'est un livre à la fois fort intéressant et assez compliqué. Oui. Mais quand même, il est un mot que j'aimerais redire ce soir, tout à l'heure, un décadence. En effet, vous avez raison, Freund, ce livre de Freund qui vient d'être réédité est un livre passionnant. Quand j'étais jeune, on parlait de la décadence romaine. Maintenant, on dit l'Antiquité tardive. Parce qu'il n'y a plus de gens en gros, il n'y a que des gens en surcharge pondérale, par exemple, etc. Non, décadare, ça veut dire que quelque chose tombe. Et chaque fois qu'il y a une décadence, il y a une renaissance. Donc, mais posez-vous la question, pourquoi elle est là, cher ami. Et j'ai posé la question au début sur le modèle capitaliste, sur la société de consommation, sur les révolutions technologiques. Je crois que vous trouverez beaucoup de réponses à ce que mais bien sûr, moi je considère qu'actuellement la postmodernité, c'est la synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire le retour des formes archées fondamentales plus les tribus. Et que c'est ce qui est en gestation actuellement. C'est plus les télés, c'est plus les journaux qui suscitent l'interrogation. L'interrogation, elle est sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est la communion des saints postmoderne. Oui, mais pour beaucoup de gens, c'est la décivinisation. C'est pas grave, parce qu'ils veulent la loi de la jungle. C'est pas grave. Oui, mais alors, j'admire l'éthique du détachement de Michel Maffesoli, mais je me donne le droit de ne pas la partager. Et je crois qu'il est permis à l'homme de pleurer la fin d'un monde qui était le sien. Non. Oui. La nostalgie et la mélancolie ne sont pas des pathologies de l'âme. C'est une manière d'aborder quelquefois le sentiment d'une perte pour laquelle on est inconsolable. Ça ne veut pas dire que tout demain sera moche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de progrès. Ça veut dire qu'il se peut quelquefois que l'homme entre dans une basse époque. Il est possible de croire que tel est notre lot aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'effondrer ni pleurer. C'est-à-dire qu'au moins, on ne va pas se mentir en se faisant croire que tout est merveilleux. Ça, c'est typiquement le marxisme actuel, la marxisation des esprits dont il est un bon représentant. C'est la première fois qu'on le dit. Non, c'est-à-dire c'est quand même extraordinaire. L'esprit qui toujours dit non. Non, mais ça, c'est l'éthique du détachement de l'homme qui se veut détacher de tout. Mais moi, je suis détaché, c'est évident. Oui, ça vous appartient. Le savant et le politique. Mais écoutez-moi, dire oui à la vie, c'est quelque chose d'important. On peut dire oui à la vie, et c'est peut-être pour ça qu'on dit non à l'époque présente. Non. On s'arrêtera là. On va s'intéresser maintenant à Vera Nikolsky, qui a été extrêmement discrète jusqu'à présent. Elle n'a jamais voulu intervenir. Elle ne m'a jamais fait de signe. D'abord, le rappel des titres par Isabelle Piboulot, et ensuite, on va s'intéresser à cet ouvrage passionnant qui est Féminicène. Alerte au centre dentaire des Hospices civils de Lyon. 5000 patients sont appelés à se faire dépister du VIH et des hépatites B et C. Un courrier leur a été envoyé suite à la découverte de négligences entre le mois de mai dernier et décembre 2022. Des manquements dans les procédures de stérilisation de certains instruments dentaires. L'hôpital évoque des dépistages nécessaires par principe de précaution. La crise du plastique au cœur des négociations demain à Paris. 175 nations doivent s'accorder sur les premiers contours d'un texte très attendu en vue d'un traité international. L'enjeu est de taille. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes et pourrait encore tripler d'ici 2060.
Recep Tayyip Erdogan, congratulé par la classe politique après sa réélection à la tête de la Turquie. Le président ukrainien a adressé ses félicitations et espère un renforcement des liens entre les deux pays. Vladimir Poutine, lui, a évoqué un résultat logique. Côté français, Emmanuel Macron a félicité son homologue turc, estimant que les deux pays ont d'immenses défis à relever ensemble, comme le retour de la paix en Europe. Vera Nikolski, vous êtes docteur en sciences politiques. C'est vous qui avez coordonné l'ouvrage collectif « La souveraineté, l'Europe et le peuple » en hommage à Coralie Delhomme qui nous a quittés en 2020. Mais c'est pour Féminicène que je vous ai invité ce soir. Féminicène, c'est un néologisme qui signifie l'ère des femmes. Dans cet essai, vous expliquez que l'émancipation des femmes depuis 150 ans n'a pas été provoquée par les luttes féministes, comme on a tendance à le croire, mais par la révolution industrielle et les progrès qui s'en sont suivis. C'est vrai que quand on vous lit, ça paraît une évidence. On a l'impression qu'au fond, de l'avoir toujours su. D'ailleurs, aussi bien Emmanuel Todd qui a publié « Où en sont les femmes ?» Où en sont-elles, pardon, que Jean-Marc Jancovici, à qui l'on doit Le Monde sans fin, ont immédiatement salué votre ouvrage avec l'air de se dire « Pourquoi je n'y ai pas pensé ?» Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? Je pense que beaucoup de gens y ont pensé et beaucoup de gens le pensent. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui me disent que, effectivement, mon livre est un tissu d'évidence, mais peut-être bien relié entre elles. Je suis assez d'accord avec cette appréciation. Je trouve aussi que mon livre dit plutôt des choses simples, des choses qui sont des faits historiques, qu'il s'agit juste de relier entre eux parce qu'ils ne le sont pas souvent. Ce sont des phénomènes qui sont très bien connus, tout ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle, mais aussi du côté de l'évolution des droits des femmes. Mais effectivement, ces deux ordres de phénomènes, aujourd'hui, dans le discours public, ne sont pas souvent liés entre eux. Alors pourquoi ils ne le sont pas ? Eh bien, parce que, à mon avis, ma conviction profonde, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du monde pré-industriel, eh bien, on oublie complètement les conditions d'existence qui ont été ceux de l'humanité dans ce monde d'avant. Et plus on les oublie, eh bien, moins on leur accorde de l'importance. Et donc, on ne se rend plus compte de tout ce qu'on leur doit. C'est-à-dire qu'on naturalise complètement tout notre environnement qui est, en fait, finalement, un environnement exceptionnel au regard du reste de l'histoire humaine. C'est vrai que vous remontez jusqu'aux origines, et il faut partir des origines pour comprendre votre livre, Vera Nikolski. C'est la différence biologique entre les sexes qui est à l'origine de la division du travail chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Les hommes partent à la chasse pendant plusieurs jours, tandis que les femmes travaillent à domicile, si on peut parler de domicile à l'époque où on se promenait tout le temps, pour pouvoir garder les enfants. Ça répondait aux nécessités de l'époque, on vivait dans un environnement hostile, mais ça a donné une division du travail qui va se prolonger pendant plusieurs siècles ensuite, y compris pour des raisons idéologiques. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, les différences biologiques, lorsque je parle des différences biologiques, c'est quelque chose qui est très mal vu aujourd'hui. Il ne faut jamais mentionner la biologie parce que c'est tout de suite considéré comme réactionnaire. Mais je dis toujours que les biologistes ne se considèrent pas, eux, comme des gens réactionnaires. En général, ce sont plutôt des scientifiques d'un esprit positiviste assez contemporain. Quand je parle des différences biologiques, c'est vraiment un ensemble de différences très limitées. Il ne s'agit pas du tout d'affirmer que les hommes et les femmes ont des natures différentes ou que, je ne sais pas, ils sont différents de fond en comble. Et encore moins de dire qu'ils devraient être différents, que c'est bien et que c'est ainsi qu'il faudrait que ce soit. Non, il s'agit vraiment de noter quelques différences physiologiques entre les organismes féminins et masculins, notamment leur rôle différencié dans la reproduction, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas des bactéries, donc on ne se multiplie pas par parthogenèse. La reproduction sexuée est inégale, elle est inégalitaire. La femme porte le plus grand poids dans cette reproduction de l'espèce, et elle est de ce fait dans des conditions de nature qui étaient celles de nos ancêtres, et effectivement soumise à plus de contraintes, à plus de contingences que l'homme. En effet, c'est probablement ces différences dans le rôle reproductif qui ont lancé cette division sexuelle du travail qui a marqué l'ensemble des sociétés du paléolithique et du néolithique. Donc, y compris pour des raisons idéologiques. Voilà, et ce qui me semble absolument fondamental de noter, c'est que dire
faire cette observation ou cette déduction logique, parce que les vestiges de ces époques sont très pauvres. Donc, il s'agit essentiellement de l'observation des sociétés restées à l'état primitif par les ethnologues à partir du 19e siècle, qui permettent de parvenir à ces conclusions, et quelques petits vestiges. Mais faire cette observation ne devrait pas du tout conduire à négliger les facteurs sociaux. Ça ne veut pas du tout dire, quand on parle de ces différences, ça ne veut pas du tout dire qu'on néglige les rôles sexués qui se greffent par-dessus. Au contraire, l'être humain n'est pas un animal. Et toute différence est tout de suite pensée, conceptualisée et traduite souvent d'ailleurs en inégalité ou en domination. Donc effectivement, à partir de ces quelques petites différences physiologiques qui ont permis aux hommes d'être plus mobiles et aux femmes de l'être un peu moins, parce que voilà, eh bien à partir de ces petites différences, l'humanité a tout de suite fabriqué des inégalités et des idéologies qui après, ont eu une force propre, une force autonome, partiellement de contrainte. Et ce qui va changer la donne, dites-vous, c'est la révolution industrielle qui est déclenchée par l'invention de la machine à vapeur. Parce que la force physique, considérée comme l'apanage des hommes, tout à coup s'en trouve dévalorisée. Et à partir de ce moment-là, les femmes peuvent travailler. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que jusqu'à la révolution industrielle, l'humanité a toujours vécu sous un régime quasiment stationnaire. Disons que la croissance était très faible. C'était pas stationnaire, mais c'était quasiment stationnaire. Il y avait des montées, il y avait des reculs, il y avait un peu de hausse de PIB par tête, il y avait un peu de baisse. Il n'y avait jamais eu de vrai décollage avant la révolution industrielle. Le gros décollage de toutes les courbes de concert commence précisément à cette époque-là. L'invention de la machine à vapeur, vous dites effectivement, alors la machine à vapeur avait déjà été inventée à d'autres époques, donc elle était connue, mais à ce moment-là, en Occident, il y a une conjonction de facteurs qui fait que le progrès technologique devient cumulatif et il s'insère dans le système capitaliste qui exploite ce progrès technologique pour en extraire le plus de bénéfices possible. Et donc, ça donne une boucle, une réaction en chaîne avec une production de plus en plus massive de capital grâce au recours massif à l'énergie. C'est ça qui marque vraiment notre époque. On parle de l'entrée dans l'anthropocène avec cette débauche d'énergie extraite des éléments naturels, l'hydraulique, ensuite les hydrocarbures, plus tard le nucléaire, et qui permet de décupler, d'augmenter d'une façon absolument inouïe et inégalée dans l'histoire la possibilité pour l'homme de modeler la nature, de modeler son environnement et également à construire toute une infrastructure technologique et industrielle qui aujourd'hui nous entoure. Et qui permet à la femme de se voir supprimer progressivement quantité de travaux domestiques qui lui étaient dévolus jusque-là, que ça soit d'aller chercher l'eau au puits, de coudre ses vêtements, de préparer le repas, de laver le linge, de faire la vaisselle, etc. Tout ça va venir progressivement, mais ce qui va lui permettre de libérer du temps pour faire des études, pour travailler. Elle travaille déjà parce que la force physique s'est dévaluée, ce qui lui permet d'avoir une indépendance financière, mais là, encore plus de temps se libère. Et ça va contribuer considérablement à l'émancipation des femmes depuis 150 ans, dites-vous. Oui, en fait, la révolution industrielle apporte, je parle dans mon livre, de la richesse inouïe des kidam. Chacun d'entre nous vit dans un monde où il est, d'une certaine façon, plus riche que Louis XIV. Louis XIV ne pouvait pas prendre un petit cachet et ne plus avoir mal à la tête. Il ne pouvait pas aller à Bordeaux en 2 heures de TGV. Il ne pouvait pas. Nous, on peut faire tout ça. Enfin, voilà. La plupart d'entre nous, en tout cas, on a accès à l'eau chaude, à l'eau froide, à toute heure du jour et de la nuit. On peut allumer la lumière par une pression de bouton, ce qu'il ne pouvait pas faire. Donc, c'est tout un ensemble de biens qu'on naturalise complètement, auxquels on ne pense plus, on ne considère plus ça comme la richesse. Mais effectivement, pour les femmes, c'est particulièrement important parce que, comme vous dites, c'est elles qui supportaient une grande charge des travaux domestiques. Et cette technologisation du quotidien va leur libérer énormément de temps qu'elles peuvent employer dans ce cas-là à autre chose, aux études, au travail, à la réflexion aussi sur leurs conditions. Mais ce n'est pas la seule chose que produit le progrès technologique. Cette technologisation du quotidien, on caricature parfois, je l'ai vu sur les réseaux, cette position en disant « Moulinex libère la femme ». Je ne suis pas du tout en train de dire que Moulinex libère la femme. Si la femme est toujours préposée au Moulinex, elle reste relativement dominée. Mais cela dit, avoir déjà beaucoup de Moulinex et tout le reste qui l'entoure, c'est déjà un petit peu mieux que d'avoir porté l'eau du puits sur ses épaules et planter les bananes. Ce que vous dites qui est plus important encore, évidemment, voilà. Vera Nikolsky, c'est le progrès médical qui découle de la révolution industrielle.
mondiale, en réduisant la mortalité infantile, tout à coup, la femme ne va plus être obligée de faire 7 ou 8 enfants, ce qui lui prenait quand même 6, 7 ans de temps où elle était enceinte. Elle ne va plus avoir besoin de faire 7 ou 8 enfants pour qu'il y en ait 2 qui puissent survivre. Et Voilà. ça va libérer considérablement du temps. Ça, c'est un autre facteur qu'il me semble qu'on a complètement oublié. On l'a évacué de notre conscience parce que c'est quelque chose de très douloureux. Imaginer la mort des enfants n'est pas chose agréable. Et j'ai l'impression que dans notre société, c'est vraiment une question dont on ne parle jamais, qui est complètement oubliée. Le fait que jusqu'à la fin du 19e siècle, les enfants mouraient très souvent. Un enfant sur 2 quasiment n'atteignait pas l'âge adulte dans le monde, avec des variations selon les époques, etc., les endroits. Mais globalement, c'était à peu près ces chiffres-là. Dans un monde où un enfant sur 2 ne survit pas, effectivement, je le dis un peu sous la forme d'une boutade, est-ce que la pilule, dont on parle beaucoup comme l'un des outils qui ont permis aux femmes de maîtriser, d'avoir la maîtrise de leur corps, est-ce que la pilule aurait été utile à nos aïeuls du Moyen-Âge? Je sais pas, on le voit bien en Afrique, d'ailleurs, dans les pays où il y a une grande mortalité infantile, même s'il y a un planning familial, les femmes n'y vont pas. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ça leur aurait été utile? Peut-être dans certaines situations personnelles, oui, mais globalement, en tant que groupe, en tant que moitié de l'humanité, pas vraiment, ou en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que de toute façon, il fallait produire ces enfants. Il les fallait à l'échelle du groupe, parce qu'un groupe doit se reproduire, mais il les fallait aussi pour les parents eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas non plus de système de sécurité sociale, les personnes allaient s'occuper d'eux dans leur vieux jour. Donc si on n'avait pas d'enfants valides, en bonne santé, qui survivaient lorsque vous étiez vieux, eh bien, vous ne pouviez plus continuer à vivre si vous n'étiez plus productif. Donc, faire des enfants était une nécessité à la fois collective et individuelle. Et donc, les femmes les faisaient, parce que les hommes ne savent pas faire. Ils ne savaient pas faire, en tout cas, à l'époque. Vous insistez aussi sur d'autres progrès médicaux qu'on a oubliés, parce que ça nous paraît, ça fait partie du quotidien. L'invention du tampon hygiénique, par exemple. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la publicité, j'ai retrouvé la première publicité utilisée par Tampax, dans les années 30, au moment de l'invention du... c'est elle, parce que c'est une femme qui est à la tête de Tampax, ça ouvre une nouvelle ère pour la féminité, pour les femmes. Oui. Et c'est ce que vous dites, au fond. Oui, c'est ce que je dis, en effet, mais je voulais juste revenir un instant sur la mortalité infantile. Dans mon livre, j'essaie d'énumérer toutes les conquêtes scientifiques qui ont permis des conquêtes majeures, qui à l'époque étaient célébrées comme des victoires immenses du genre humain. La vaccination, la pasteurisation, l'asepsie, et plus tard les antibiotiques, ce sont des choses qui, quand on regarde la courbe de la mortalité infantile, elle n'a pas arrêté de plonger à chaque fois que ces inventions étaient, ces produits, ces médicaments étaient inventés, et ensuite, lorsqu'ils étaient généralisés et mis en circulation, parce qu'il ne suffit pas d'inventer l'antibiotique, il ne suffit pas d'inventer la pilule, il ne suffit pas d'inventer le vaccin, il faut qu'il soit produit à une échelle industrielle et distribué à l'ensemble de la population dans quelque chose qui soit organisé. Donc c'est toute cette organisation économique et sociale, ensemble avec cette infrastructure technologique en dessous, qui a permis ça. Et effectivement, j'évoque des produits du quotidien auxquels on ne pense pas non plus. Oui, le tampon, les serviettes hygiéniques, ce sont aussi des produits qui ont permis aux femmes, y compris d'occuper l'espace public, de changer de mode vestimentaire, d'avoir plus d'assurance, etc. D'aller faire des études, de travailler, etc. Et au fond, ce que on comprend en lisant votre livre, c'est que tout ça, la révolution industrielle, l'indépendance financière, le fait que le capitalisme a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre, que les femmes donc étaient les bienvenues, même si elles étaient exploitées, on leur donnait qu'un salaire de complément parce que leur mari était censé déjà travailler. Elles ont ensuite investi le secteur tertiaire, plus tous les progrès médicaux. Au fond, vous dites que les luttes féministes sont venues à la fin couronner quelque chose qui était déjà là. Le droit de vote, l'égalité sexuelle avec la légalisation de l'avortement ou l'adoption de la pilule, ça vient à la fin, au fond. Oui, quand on regarde la chronologie des luttes pour l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits qui ont été effectivement accordés, on ne voit pas vraiment de concordance entre les deux. À partir du XVIIIe siècle, lorsqu'émergent les premières revendications au moment de la Révolution française, et ensuite au XIXe siècle, autour des deux révolutions. Et puis, ce sont des revendications isolées. Ce sont des figures exceptionnelles, de femmes très courageuses d'ailleurs, qui protestent, qui écrivent des pamphlets, qui essaient de faire des publications. Mais on ne voit pas de traces d'un quelconque rapport de force réel qu'elles auraient pu établir avec le pouvoir en place.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout quel intérêt les dominants, en l'occurrence les hommes, le pouvoir masculin de l'époque, auraient eu à leur céder des pans entiers de ces privilèges, alors qu'ils n'y étaient pas réellement contraints par une quelconque violence, chantage économique, pression de grande ampleur. Donc c'est un peu mystérieux. C'est en fait ça le point de départ de mon livre. C'est vraiment quelque chose qui me paraît... Pourquoi tout à coup on accorde tout? C'est parce qu'il y a eu... Oui. Et alors après, il y a une conjonction de facteurs. C'est-à-dire que je ne dis pas que la révolution industrielle produit mécaniquement l'émancipation des femmes. Je raisonne davantage en termes de conditions de possibilité. Voilà, cette révolution industrielle et la dynamique du capitalisme qui effectivement a besoin de bras, eh bien, ça rend la liberté des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes d'abord possible, techniquement, physiquement possible, physiquement viable, et ensuite utile au système économique. Et la conjonction de ces deux facteurs, avec tout un ensemble d'autres caractéristiques de l'Occident qui étaient placées dans des conditions idéales, avec l'affaiblissement de la religion, et puis, comme le remarque Emmanuel Todd, une structure familiale à la base qui n'était pas la plus oppressive de toutes les structures qui existent, eh bien, c'est ce qui a effectivement permis ensuite à cette égalité de s'imposer d'une façon, alors je vais dire relativement facile. C'est pas par provocation que je le dis, c'est vraiment à l'échelle historique qu'il faut regarder. Il n'y a pas eu d'affrontement sanglant. Il n'y a pas eu d'affrontement sanglant et surtout, ça fait suite à des millénaires et des millénaires d'un ordre social figé. Mathieu Bock-Côté, réaction? Oh, mais je trouve ça tout à fait passionnant. J'ai pas la prétention de... Enfin, vous écoutant, j'ai l'impression que le féminisme tel qu'on l'a connu dans la deuxième moitié du XXe siècle, s'est approprié des victoires qui n'étaient pas nécessairement les siennes, entre guillemets, à planter un drapeau sur un mouvement qu'il n'avait pas initié. C'est ce que j'en comprends? C'est qu'il avait initié, mais qui n'avait pas été suivi et qui C'est-à-dire que, en fait, oui, je ne nie pas que les combats féministes ont effectivement apporté des changements. Mais il me semble que ces changements relèvent plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle. Lorsque les femmes ont déjà acquis un certain poids dans la société, où elles ont acquis des moyens de pression, y compris dans la rue, dans les entreprises, dans le travail, elles ont pu peser sur les choses. On a vu les mouvements autour du droit à disposer de son corps. Ça a été aussi des mouvements féministes qui l'ont porté dans la rue et qui ont revendiqué. Et je pense que ça a produit des effets, y compris parce que l'idée commençait à devenir majoritaire. Les gens commençaient à se dire, effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être un archaïsme de ne pas l'accorder. Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, et d'où ce titre Féminicène, c'est que avec la crise environnementale, le réchauffement climatique, la perte, le risque de disposer de moins de ressources, d'avoir moins d'énergie aussi, puisque l'énergie c'est très important dans la révolution industrielle et dans les progrès qui ont été faits pour les femmes. S'il y a moins d'énergie, il risque d'y avoir pas tout de suite, mais une régression du statut des femmes. Au fond, si on perd tous nos esclaves énergétiques, dont parle Jean-Marc Jancovici dans Le Monde sans fin, les premières qui en sont victimes, ce seront peut-être les femmes. Oui, je cite dans le livre Barjavel, qui, dans une interview, explique qu'il a eu une révélation un jour, en réfléchissant à la civilisation qui était en train de prendre forme autour de lui. Cette civilisation qui est tellement dépendante de l'énergie que c'était son point faible. Et que si cette énergie en venait à manquer, eh bien, cette civilisation connaîtrait un effondrement, un cataclysme majeur. Et c'était l'idée qui a donné le roman Ravage. Qui est très marquant. Alors, on n'est pas... il y a la fiction et puis il y a la réalité, mais en effet, on est confronté aujourd'hui, ça commence à être bien documenté quand même, à une conjonction de crises qui menace l'humanité dans son ensemble. La crise climatique qui est due à ce même progrès technologique et à un système productiviste qui a d'abord apporté de grands bienfaits, mais qui aujourd'hui menace de déstabiliser complètement l'écosystème global. Et puis, la crise des ressources elle-même. C'est-à-dire que si notre économie est basée sur une utilisation massive de l'énergie et d'un tas d'autres matières premières, notamment les métaux, qui ne sont pas en quantité infinie sur notre planète, eh bien, ces deux crises qui se télescopent, plus tout un ensemble d'autres phénomènes très déplaisants que j'explore dans le livre, notamment liés à l'émergence de l'antibiorésistance massive, qui est un phénomène totalement négligé, risquent de se télescoper en fait à peu près au même moment. C'est une espèce de... J'emploie l'expression de perfect storm, de tempête parfaite, qui malheureusement, effectivement, nous menace tous. Et je pense
que les femmes... on peut discuter de la géographie, qui seront les régions les plus touchées, les premières touchées. On parle souvent des pays du Sud. Et en fait, c'est pas si clair, parce que, comme je le dis, plus on monte haut, plus on tombe bas. Et une société très technologisée qui ne produit plus grand-chose, quand elle s'effondre, ça peut être encore pire qu'une société très rustique, qui finalement est habituée à vivre du travail de ses mains. Mais une chose me semble certaine, c'est qu'entre les hommes et les femmes, ce sont les femmes qui seront les plus touchées, parce que ce sont les femmes qui ont le plus bénéficié de ces progrès, parce que, entre autres, ça les a libérées de cette servitude que représentait la nécessité d'avoir une progéniture nombreuse et de supporter en même temps toute une quantité de travaux physiques domestiques. Eh bien, ce sera le dernier mot parce que l'émission est terminée. Je ne pourrais pas vous donner la parole. Vous avez été très, très respectueux de... Merci Vera Nikolski, merci tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro, samedi prochain, à 22h. Je vous souhaite une très bonne nuit.